Alors, nous allons passer au débat sur... nous avons rattrapé l'omission du dernier Conseil. Les décisions prises, vous vous souvenez qu'on les avait oubliées. Donc, c'est rattrapé. Donc, nous allons passer au débat sur les orientations... Ah oui, pardon, il faudrait... Vous prenez acte du rapport de diagnostic sur le plan climat, air, énergie, territoire. Pas de position, pas d'abstention. Je vous remercie. Donc, nous allons attaquer le débat sur les orientations budgétaires. Vous avez tous reçu les documents. Alors, je pense que Stéphane Claudien va opérer aux manœuvres et va vous présenter en même temps sur les écrans. Alors, en fait, nous avons un cadre général qui est le contexte national. Donc, je ne vous le relis pas, vous l'avez lu. On fait le budget de l'État est bâti sur une estimation de croissance de 1,7%. Pas de grande réforme concernant les communes, sauf la réforme de la dotation d'intercommunalité des EPCI qui prend en compte dorénavant le potentiel fiscal par habitant du territoire. Donc cette mesure devant être plutôt favorable à notre communauté de communes. Vous avez aussi le rythme de progression de la dotation de solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale, avec également une stabilité relative pour les dotations de soutien à l'investissement et un montant identique à 2018 pour la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux. On note une baisse de 45 millions d'euros sur la dotation de soutien à l'investissement local, ce qui est motivé par la fin de la montée en puissance des contrats de ruralité. En matière de fiscalité, ça c'est pas négligeable, la deuxième tranche de baisse de la taxe d'habitation pour un montant de 3,8 milliards après les 3,2 de 2018 est bien inscrite dans le texte de la loi de finances 2019 sous forme de dégrèvement. Et le ministre de l'Action et des Comptes publics a confirmé que la troisième tranche interviendra dans le projet de loi de finances 2020 et que l'objectif est bien de supprimer l'intégralité de cette taxe d'ici 2021. En ce qui concerne le contexte de notre territoire, je vais passer rapidement. Le nouvel EPCI Baugeois-Vallée, donc la nouvelle intercommunalité, monte en puissance et en compétences. On peut citer donc le transfert de la GEMAPI en 2018, le PCAET et le SCOT qui vont impacter les choix de la collectivité. On vient d'en parler un petit peu. Le schéma de mutualisation en cours avec les pistes au niveau du territoire dans tous les domaines ressources. Il s'agit surtout de groupement de commandes et d'optimisation des moyens. L'entente vallée au sein de notre budget évolue dans sa partie convention de mise à disposition des services communs en 2019. En effet, Mazemilon va récupérer toute la gestion de son personnel de structure enfance-jeunesse, mais il y aura peu ou peu de flux financiers dépenses-recettes. La nouvelle concession de service public de la piscine Faréo 2019 à 2024 génère un surcoût significatif de 90 000 euros. Une réflexion de prise en charge au niveau des communes membres de l'entente est en cours et des choix de gouvernance et de modèles de gestion seront décidés. Dans un avenir proche, la commune proposera une offre plus étendue de logements locatifs et en accession à la propriété, donc la Tête Noire, l'îlot Notre-Dame, le quartier Montbaume et la résidence senior qui est en cours d'étude. La loi de programmation de finances publiques instaure des règles de bonne conduite, notamment en matière de maîtrise des dépenses et de l'engagement d'une démarche de désendettement. Aussi, en 2019, les prévisions de recettes resteront globalement stables par rapport à l'exercice 2018, compte tenu de la disparition des flux financiers du personnel.
Alors, les orientations pour 2019. Plusieurs nécessités s'imposent. Maîtriser et contenir l'évolution de la masse salariale, dégager des marges de manœuvre supplémentaires en fonctionnement par la réalisation d'économies pérennes, afin de constituer un autofinancement suffisant qui permette d'assurer un niveau acceptable d'entretien du patrimoine communal sur fonds propres. Le recours à l'emprunt sera limité aux grosses réparations d'investissements structurantes. Donc, dans ce cadre, la préparation de notre budget 2019 devra nous permettre de rechercher tous les moyens de maintenir au meilleur coût un haut niveau de service aux administrés. Alors, on va passer à l'étude détaillée avec les recettes de la section de fonctionnement. Donc, il y a dans un premier temps le chapitre 73 qui est la fiscalité. Et dans ce domaine, l'évolution des recettes fiscales résultera de l'indexation annuelle des valeurs locatives pour la partie ménage. L'hypothèse retenue dans le cadre de cette préparation budgétaire est de plus de %, soit 2 290 000 euros. Ça résultera également de l'évolution des bases fiscales ménages, mais à ce stade, nous serons prudents par rapport à l'assiette du foncier bâti, parce qu'il n'y a pas de construction significative. Par le développement économique résultant de l'accueil d'entreprises nouvelles, donc en projet sur la commune, avec l'installation d'entreprises, notamment sur la zone activale, qui généreront des bases fiscales de foncier bâti. Malgré les difficultés de financement, les taux d'imposition n'ont pas augmenté depuis 2014, à la différence de bon nombre de collectivités dont l'équipe, nous avons, donc 6 000 en 2018 quand même, nous avons souhaité que les habitants puissent bénéficier de l'intégralité de l'exonération décidée par le gouvernement en n'augmentant pas le taux communal de taxe d'habitation en 2018 et 2019. Donc vous avez ensuite un tableau, le tableau du haut, où vous avez l'évolution de la fiscalité de 2016 à 2019, avec des comparaisons de compte administratif à compte administratif, sauf, bien sûr, pour 2019, le budget prévisionnel. Donc vous voyez qu'on arrive à une prévision de recettes de 2 290 000. Il y a le détail là ou pas? Oui, il s'ouvre en fait tout. Voilà. D'accord. Donc, dans ce domaine, le Fonds national de garantie individuelle des ressources est inscrit en stabilité pour 18 951 euros. Le FPIC pour notre commune s'établit au même niveau qu'en 2018, c'est-à-dire 200 000 euros. Et les attributions de compensation sont portées à 1 290 687. Il n'y a pas de nouveau transfert en 2019. La taxe additionnelle aux droits de mutation devrait être de 170 000 euros contre 130 000 inscrits au BP 2018. Alors, vous avez le schéma ici. Donc, vous avez au compte administratif 2017, il y avait 160 517. Réalisé au compte administratif 2018, 206 000. Et nous avons prudemment, en prévision, inscrit 170 000. Donc, pour le BP 2019, soit une augmentation de 10 000 euros par rapport au compte administratif 2018. Les dotations de l'État. La DGF est estimée à environ 1 200 000, un petit peu d'augmentation par rapport au compte administratif 2018.
En ce qui concerne les autres recettes, les tarifs municipaux, la révision est basée sur une variation proche de l'inflation à 2%. Nous les avons déjà votés, sauf à tenir compte d'un éventuel accroissement des charges qui pourrait être constaté selon les secteurs d'activité. Vous savez aussi qu'on a appliqué un nouveau mode de calcul basé sur le taux d'effort dans le domaine de l'enfance, jeunesse et scolaire, en déterminant ainsi un tarif individualisé. Et cette tarification nous laisse présager une augmentation de dépenses de 13 000 € pour la ville. Voilà. Enfin, les inscriptions budgétaires entre 2019 et 2019 varient énormément du fait de la perte des recettes de refacturation du personnel de Mazemillon, comme évoqué dans le contexte du territoire. Il faut cependant noter une baisse de même ordre en dépenses. Donc vous avez ensuite c'est plus intégré qu'à l'écran, c'est celui-là. Prendre celui-là, ça va être plus vite. Voilà, donc en résumé, donc les autres recettes, c'est les tarifs municipaux 2%, la nouvelle base de calcul de restauration scolaire, donc perte 13 000, et la récupération par la commune de Mazemillon de son personnel qui engendre les effets financiers que vous voyez dans le tableau, donc moins 754 640. Ensuite, nous avons les recettes de la section de fonctionnement avec, sur les trois courbes que vous avez, une quasi-stabilité des recettes au chapitre 73 et 74 et une baisse du chapitre 70, comme évoqué, avec la refacturation aux communes. On va attaquer les dépenses de la section de fonctionnement. Donc nous avons les charges à caractère général pour le chapitre 11. Une inscription budgétaire en baisse, moins 44 996 €. Des efforts demandés au service, moins 163 500. Des nouvelles dépenses intégrées pour 118 500 €, qui se décomposent de la manière suivante. 90 000 € pour la nouvelle concession de service public de Faréo. 10 000 € pour l'entretien de l'écoparc. 6 500 € pour l'audit informatique. Et 12 500 € pour le comité des fêtes de G. Ce qui était avant une subvention devient une ligne budgétaire sur le budget 2019. Alors ensuite, vous avez... Je peux juste dire quelque chose pour oui. Au niveau de l'écoparc. La première année, c'est pris en compte dans le contrat d'entretien dans le marché public. Donc je pense pas que pour cette année, il faut prendre en compte l'entretien de 10 000 € pour cette année. D'accord. Bon, c'était une prévision, hein. Donc on tient compte bien évidemment de la remarque. Si c'est zéro, ben, ça sera zéro, tant mieux. Sinon, on peut quand même envisager une petite provision. Voilà. Donc, on était aux dépenses de la section de fonctionnement. Donc, le chapitre 12, les charges de personnel. Donc, vous avez dessous un tableau avec une comparaison entre le compte administratif 2018 et la prévision 2019. Donc, vous voyez que en ce qui concerne les dépenses, on a une baisse de moins 13,29%. Et en ce qui concerne les recettes, une baisse de 77,18% pour les raisons que nous avons évoquées. Donc, il y a une variation de 7
de plus 7,06 à plus 10,76 qui reste à arbitrer. Stéphane, vous voulez dire un petit mot dessus? La prévision, effectivement, les orientations budgétaires BP19 évoluent énormément dans la partie dépenses de personnel, compte tenu des refacturations qu'on vient de voir et évoquer déjà 2 fois là, avec la reprise par Mazet de leur personnel en paiement direct. Donc effectivement là j'attire l'attention sur le fait que c'est une comparaison d'un CA réalisé et d'un BP de prévision. Les chiffres, nous les connaîtrons au CA 2019 et pas avant, donc il faut relativiser ce chiffre de plus 7 à plus 10. En gros, ce qu'il faut retenir, si on réfléchit, c'est que 3% sont en jeu dans le recrutement à venir. Voilà ce qui est à arbitrer entre le besoin de personnel et en adéquation avec les services. Voilà, c'est cette variation-là qui est la plus importante. Alors ensuite, nous avons le chapitre 66, les dépenses de la section de fonctionnement au chapitre 66, donc les charges financières, avec une baisse de moins 27 000. Donc, vous avez dessous une synthèse qui résume tous ces chapitres. Baisse du chapitre des charges générales par une demande d'effort des services, une baisse d'inscription en personnel, donc pour les raisons que nous venons d'évoquer à nouveau. L'augmentation de charges personnelles nettes, ça vient d'être également expliqué, et une baisse du chapitre 66 des intérêts de la dette. Alors, l'épargne. Le maintien d'un niveau satisfaisant d'épargne brute est obligatoire car il s'agit à la fois d'une contrainte de santé financière. La commune doit dégager chaque année des ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses courantes, mais surtout rembourser sa dette, et également légale, car l'épargne brute ne doit pas être négative. Donc, vous avez le tableau à gauche qui vous donne l'épargne de gestion 2018, avec l'épargne brute, autrement appelée la capacité d'autofinancement brut, et en dessous l'épargne nette, avec donc ou capacité d'autofinancement nette. La commune dégage donc une épargne brute de 1 686 773 € au compte administratif 2018. Ça sera à confirmer avec le compte de gestion que nous aurons le mois prochain. Et une épargne nette après le remboursement de la dette en capital de 667 888. L'épargne nette étant l'épargne brute moins le remboursement de l'annuité de la dette. Ensuite, nous avons l'état de la dette communale. Nous avons actuellement 8 emprunts à taux fixe qui représentent 45% de la masse empruntée et 10 emprunts à taux variable, soit 55%. Notre ratio de désendettement est équivalent à 7,17 années et il doit être compris entre 11 et 13 ans selon la loi de programmation. Donc vous avez dessous un petit tableau qui vous résume l'encours de la dette de 2015 à 2019. Donc vous voyez à partir de 2016-2017, surtout 2017, l'effet Faréo, quand la commune en 2017 a repris la piscine Faréo. Et l'endettement par habitant est de 1 648 € au 1er janvier 2019, la moyenne de notre strate de collectivité se situant à 849 € par habitant.
Ensuite, le budget d'investissement. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, un virement de l'excédent de fonctionnement en 2018 est envisagé à hauteur de 1 200 000 euros. Concernant les recettes d'investissement, le fonds de compensation de la TVA à percevoir en 2019 devrait être de l'ordre de 180 000 euros contre 147 000 réalisés en 2018. Ceci s'expliquant par la réalisation de l'écoparc en 2018. Rappelons que ce fonds est indexé sur le volume réel d'investissement réalisé en année N-1. La dotation aux amortissements, c'est une opération d'ordre, c'est dépenses de fonctionnement et recettes d'investissement tributaires du niveau d'équipement antérieur en cours d'amortissement. 490 000 euros sont inscrits en 2019. Alors, vous avez dessous un tableau qui, dans le cadre du budget d'investissement, nous donne un montant possible de subventions d'équipement qui devront être sollicités donc pour chaque projet susceptible d'obtenir des aides. Donc dans le cadre du CTR, de la DETR et des dotations de soutien à l'investissement local, etc. Donc vous avez la liste concernant les organismes qui subventionnent, les opérations en face, les coûts approximatifs, estimatifs et les montants de la subvention en fonction du taux de subvention pouvant être obtenu. Je voudrais apporter une petite précision sur votre rapport que vous avez reçu il y a quelque temps. Page 13, vous avez un tableau subvention d'équipement qui n'était pas à jour, qui a largement évolué entre la date du rapport et la présentation ce soir des demandes de subvention qui ont été faites et déposées auprès des organismes, régions, DETR, DSIL, etc. C'est celui-ci qu'il faut prendre en considération pour 531 000 euros en totalité. Merci Stéphane pour cette précision. Donc vous avez le détail de tous les projets en cours et qui pourront être... donc ça fait quand même un montant de plus de 1 demi-million de subventions. Voilà. Vous voulez qu'on les détaille ou... il y a très rapidement la réfection du toit terrasse de l'école de la Vallée. Le chauffage, on en a parlé tout à l'heure pour la halte de garderie. Le prêt aux chaumières de l'écoparc de Gé, le chauffage et la climatisation de la halte garderie des Guéminoux encore, mais ça c'est pour le deuxième montant là de 12 000 pour les Guéminoux. C'est l'accessibilité. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a... Oui, mais j'étais sur le petit, moi, je ne voyais plus. Effectivement, c'est pour l'accessibilité, puisqu'on nous demande un certain nombre de mises aux normes. La voirie de G, donc, qui est en cours à plusieurs endroits. L'accessibilité de l'espace social, c'est également la même chose que pour les Guéminoux. Le prêt aux chaumières, on en a parlé. Alors, il y a les CTR et les DETR. C'est pour ça que vous voyez à plusieurs reprises les demandes de subvention pour le même projet. La vidéoprotection pour 50% de FIPD. C'est le fonds interministériel de la prévention de la délinquance. Et puis la région
la DRAC et monuments historiques, pour l'église Notre-Dame et pour l'Hôtel-Dieu. Voilà. Bon. Alors, je suppose que vous allez avoir des questions, puis on va donner tous les détails. Si on fait la synthèse de ces orientations pour l'année pour le BP 2019, nous avons une stabilité des taux en matière de fiscalité locale, la maîtrise des dépenses de fonctionnement par du contrôle de gestion, viser un taux d'épargne brut de 15% en fin d'exercice pour garantir le remboursement des emprunts et les investissements récurrents. Les investissements récurrents, ce sont par exemple les réparations de grosse importance que nous avons à faire sur nos bâtiments. Il y en a qui demandent ça s'appelle des réparations, mais c'est vraiment des grosses réparations. Je pense à l'église et à l'Hôtel-Dieu, par exemple. Financer sur fonds propres l'entretien du patrimoine, ça en fait partie. Réserver le recours à l'emprunt aux opérations structurantes. Recourir à un plan pluriannuel des investissements. Et enfin, privilégier les investissements subventionnés et ou porteurs de revenus et non ceux porteurs de frais de fonctionnement induits. Ceci dit, on aura toujours besoin d'avoir des investissements qui induiront des frais de fonctionnement. Mais il faudra les limiter autant que faire se peut. Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été un petit peu trop long. Vous avez la parole. Le débat, c'est un débat. Le débat est ouvert. J'avais une remarque par rapport à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il a été envisagé par rapport à la rénovation de la toiture de l'école de la Vallée de mettre des panneaux photovoltaïques, par exemple, pour faire suite à ce qui a été dit au premier point tout à l'heure, quoi. Alors, je vais laisser la parole à Didier Leger, mais a priori, je ne pense pas. Mais Didier. Alors, dans un premier temps, là, non, ça n'a pas été étudié. Là, l'idée, c'était surtout parce que comme la toiture est dans un état très dramatique et qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a des infiltrations d'eau. Donc déjà, là, c'était de la refaire de façon à la rendre étanche. De toute façon, même si on y met après je pense que la possibilité de mettre des panneaux solaires dessus sera toujours éventuelle, mais il faut déjà l'étanchéifier comme il faut, quoi. Voilà. Je voulais juste ajouter que la chaudière avait été changée il y a 4-5 ans. Elle est assez récente, la chaudière, à l'école de la Vallée. En plus, avec un toit terrasse, techniquement, je pense qu'il y a encore, une autre construction à refaire sur ce toit terrasse si on voulait mettre des panneaux photovoltaïques, parce que je ne pense pas qu'on puisse les mettre à plat. Alors, je ne pense pas, je sais pas, je m'avance un peu peut-être, je ne sais pas du tout parce que l'étude n'a pas été faite, mais les panneaux, bon après, souvent on les voit, ils sont posés inclinés. Je pense que ça doit pouvoir se poser. Alors après, il y a de la fixation à faire et qu'il faut s'assurer que les fixations soient bien étanches, parce que oui, qu'il n'y ait pas de problème d'étanchéité. Qu'on reperce pas dans la toiture, qu'on en aura fait neuf, mais bon, c'est à étudier. Voilà. C'est vrai que la question de Thierry est très pertinente, parce que c'est vrai que il est souvent préférable d'avoir une étude complète, et si on installe des panneaux photovoltaïques, il vaut mieux que ça soit prévu au départ. Gérard Ragazzo. Oui, c'est vrai que ça a toujours été étonnant sur tous les projets qui se faisaient que à Beaufort, on ne pense jamais à mettre des panneaux photovoltaïques ou des productions de chaleur grâce au soleil, alors que ça se fait très très bien ailleurs. Quand la question avait été posée à propos de la piscine, vous allez me dire c'était un autre établissement donc qui gérait ça, mais c'était pareil, on a dit oh ben non.
Pourquoi? On ne le saura pas, quoi. Par contre, on le reverra tout à l'heure, mais l'idée de faire des toitures dans notre région, c'est quand même une drôle d'idée. Ouais. Oui, c'est peut-être... oui, encore que, vous savez, le collège Molière, il a été construit au départ, c'est des toits terrasses. Hein. Et a priori, ça n'a pas été trop mal fait, puisqu'il n'y a pas trop de désordre. Dans beaucoup d'établissements scolaires, moi, de ma fenêtre, je voyais des flaques d'eau sur les bâtiments d'à côté. C'est vraiment fréquent, hein. Très très fréquent. Quand on voit des flaques d'eau sur un toit terrasse, ça veut dire qu'il est étanche et qu'il fonctionne. C'est pas la retenue d'eau, c'est pas un problème. Il faut qu'elle s'évacue au bout d'un moment, mais voilà. Et non pas qu'elle traverse l'étanchéité. Mais c'est tout à fait normal d'avoir des flaques d'eau sur un toit terrasse. C'est vrai qu'on n'a pas forcément encore cette culture chez nous. On voit bien des particuliers qui installent par contre sur leur toiture ou sur des sur des rénovations ou sur des constructions neuves. On voit ça aussi sur des bâtiments agricoles. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous, encore cette culture. Avez-vous d'autres... J'avais été étonné tout à l'heure, la page 12. On lit, selon notre encours de dette, le ratio de désendettement se situe à 7,17 années. Et un peu plus bas, alors on parle bien de la même chose, en cours du capital de la dette, et le résultat se mesure en années. Il faudra à l'horizon 2022 que ce ratio se situe impérativement entre 11 et 13 ans. On parle de la même chose ou pas? Parce que... C'est-à-dire que c'est un calcul, on prend l'épargne brute, que l'on divise par le capital restant dû de notre encours de dette, et ce montant étant de 12 millions, et on a 1,6 million d'euros d'épargne brute, si on divise, on a 7,17 années. Le ratio prudentiel des communes dans la loi de programmation 2018-2022 préconise un désendettement au vu de cette capacité d'épargne brute située entre 11 et 13 années. Voilà. Pour être considéré, disons, dans une moyenne, il y a des communes qui sont bien au-delà. Donc c'est pour faire revenir les communes à ce niveau de désendettement en année. C'est-à-dire que si tous les ans nous mettions 1,6 million sans rien faire, au bout de 7 ans, on n'a plus de dette. Voilà. Des ratios prudentiels, mais les communes devront être dans cette strate. Oui, c'est... Ah non. Au contraire, c'est un élément... voilà, c'est un élément plutôt positif pour la commune. Malgré son encours de dette, étant donné qu'on dégage une épargne brute satisfaisante, nous avons ce ratio de désendettement. On parle de désendettement. Voilà. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Gérard par rapport à notre endettement. Enfin, comme on le voit dans les documents, c'est que depuis 3 ou 4 ans, il est très difficile de comparer les comptes administratifs par rapport au budget, parce qu'on est en évolution. La piscine qui a réintégré Beaufort en Anjou, commune, fait une augmentation de 5 millions d'euros de la dette. Donc, on peut se poser des questions quand même avec l'évolution par rapport à cette compétence qu'il faudrait peut-être voir, soit revenir au niveau de la Comcom, enfin réfléchir à ça. Et puis le taux d'endettement aussi, c'est que on voit qu'on n'a pas augmenté les impôts, enfin le coefficient, parce que c'est pas vrai on peut pas dire que les impôts n'augmentent pas, parce qu'il y en a qui oui, c'est pas nous, mais enfin c'est les habitants qui les payent, et il y en a qui baissent, il y en a qui augmentent. Donc on peut pas dire que ça n'augmente pas. Enfin, les taux n'ont pas augmenté, et
on dégage de l'autofinancement parce que si vous avez bien regardé, dans notre budget, on a inscrit plus de choses que l'on ne fait tous les ans. Parce que si on faisait la totalité de ce qui était inscrit dans nos budgets, ça pourrait pas durer très longtemps. Soit il faut qu'on diminue nos dépenses ou qu'on augmente nos recettes. Voilà, par rapport. Donc c'est par rapport on est là pour débattre de l'orientation budgétaire. Il faut qu'on fasse très attention à n'inscrire que ce qu'on peut réellement faire, parce que se désendetter, je pense que c'est une bonne chose. Mais après, voilà, il faut qu'on mette le curseur au bon niveau. Oui, donc ce que vient de dire Jean-Jacques Fallour est exact. Seulement, effectivement, nous avons un certain nombre d'opérations en investissement qui ont attendu depuis quelques années et qui nous amènent maintenant à reconsidérer quand même la question, parce que nous avons, alors comme j'ai évoqué tout à l'heure, des grosses réparations, mais ça devient plus que des grosses réparations, puisque nous avons des bâtiments qui se dégradent énormément. Et effectivement, là, ce qui sera proposé, ça va être de mettre en route les moyens nécessaires pour mettre à l'abri ces bâtiments. Il ne s'agit pas de les restaurer intégralement, mais de commencer à restaurer ce qui doit être réparé pour éviter des dégradations beaucoup plus importantes. Je pense notamment à l'église et aux toitures rayonnantes, puisque ça fait maintenant 2 bonnes années que lorsqu'il y a des grosses pluies, on subit systématiquement des infiltrations et des inondations qui altèrent énormément la structure également de l'église et des tuffeaux et des arcs, y compris à l'intérieur. Donc, si on veut pas que à terme ça nous coûte encore beaucoup plus cher, il faut commencer alors progressivement, mais il faudra faire ça sur des années, sur plusieurs années, mais il faut commencer à réparer tout ça et profiter en même temps des aides que pourra nous apporter l'État et la région. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi un autre bâtiment qui se dégrade à la vitesse grand V et qu'il faut mettre au moins en sauvegarde en attendant de faire des travaux beaucoup plus conséquents. On ne pourra pas les faire comme ça tout de suite. C'est l'Hôtel-Dieu. Le plafond de la chapelle de l'Hôtel-Dieu se tombe en morceaux au fur et à mesure. Donc il faut quand même au moins arrêter ça et puis remédier aux défauts de structure. On a aussi un déficit en travaux de voirie à faire. Et il va falloir, il faut s'engager à commencer à les faire cette année. Ça sera peut-être pas suffisant sur une année, mais en tout cas il faut commencer. Et ça va faire quand même là aussi des gros investissements. Il faut aussi terminer l'aménagement de l'écoparc de G, puisque c'est bien avancé et il reste encore des travaux à faire. Ça sera à terme un lieu qui profitera à tout le monde. Donc, et puis de toute façon, c'est sur les rails, il faut le finir aussi. Voilà. On a aussi un autre dossier. Il y a des études qui sont en cours pour la construction d'une résidence senior qu'il ne faudra pas négliger. On a l'îlot Notre-Dame qui est en cours, qui est sur les rails et qui va démarrer cette année. L'îlot de la Tête Noire qui se termine, les 6 logements. Voilà, j'oublie certainement pas mal de choses, mais et l'aménagement des halles également, puisque il y a une demande et un besoin pour l'école de musique intercommunale et pour l'orchestre d'harmonie pour une salle de répétition. Alors, en ce qui concerne l'aménagement des halles, nous avons programmé une étude
qui va se terminer dans le courant de l'année pour un démarrage des travaux qui pourrait se faire en tout début 2020 si tout est bien calé. Ça nous rapportera un petit peu de recettes puisque, en ce qui concerne les locaux de l'école de musique, ils seront loués par la communauté de communes Baugeois-Vallée et qui préfère fonctionner sur ce mode plutôt que de participer à des travaux d'investissement. Voilà en gros ce que je voulais vous dire pour les prévisions 2019. Mais encore une fois, vous avez la parole. Oui. Par rapport à ce qui vient d'être dit, on va devoir faire des priorités par rapport à ce qui est indispensable, puisqu'on a parlé de travaux dans les écoles, de travaux dans les bâtiments sportifs, des travaux qui apparemment ont besoin d'être faits. Enfin, je regarde Marie-Christine parce qu'on en parlait l'autre jour, qui ont besoin d'être faits. Donc, savoir, faut qu'on ait une évaluation un chiffrage par rapport à ce qu'il est possible de dégager pour l'investissement par ailleurs. Parce qu'ensuite, évidemment, il y a toute une liste de projets qui sont aussi intéressants les uns que les autres, mais il faudra sans doute que soit par commission, soit d'abord par commission, faire des priorités dans ce qu'on veut faire, puisque comme de toute façon, comme à chaque fois, quand on liste tout ce qu'on peut faire par domaine, on arrive à la conclusion que de toute façon on ne pourra pas tout faire, mais parce qu'il y a quand même des choses dont on parle depuis un moment, et puis par là-dessus se rajoute ce qui devient absolument indispensable du point de vue de la sécurité ou d'étanchéité ou de la non-dégradation plus importante des bâtiments. Donc ça, ce que je veux dire simplement, c'est que pour faire ces choix-là, il faut qu'on sache à peu près de combien on peut disposer, combien on dégage sans endettement supplémentaire ni rien, voir ce qui est possible, et puis ensuite en tirer des conclusions par rapport aux recettes. Parce que dans les recettes, je pense à la taxe d'habitation, par exemple. Je ne sais pas quel est l'impact de la nouvelle loi sur la taxe d'habitation à Beaufort, en Anjou, sachant qu'on nous annonce que ça va être compensé. Mais pour l'instant, on ne sait pas exactement comment. Au département, on nous dit qu'on va être privé de la taxe sur le foncier bâti pour compenser la taxe d'habitation, ce qui décale le problème. Mais on voit bien que le sujet n'est pas complètement tranché. Donc voilà les questions que je me pose. Des bonnes questions. Alors, un travail d'évaluation et d'arbitrage a été fait dans toutes les commissions? Non? Pas toutes? On a fait des listes. Non, on est bien d'accord. C'est prévu quand? On a fait des présentations, mais on n'a pas dit ce qu'il fallait mettre en priorité. Et on a une réunion jeudi où on va évoquer ce qu'on envisage de retenir. C'est une réunion avec toutes les commissions ou c'est une réunion commission par commission? Non, chaque commission avait pour tâche de regarder dans son domaine de compétences les investissements nécessaires à faire pour préparer le budget prévisionnel. Voilà. Donc il y en a certaines qui l'ont fait. Aujourd'hui, on va par commission refaire le point pour savoir ce qu'on met au BP, c'est ça? Alors, étant entendu que nous avons eu une réunion lundi dernier en bureau où nous avons aussi, pendant plusieurs heures, regardé un petit peu tout ce qui était nécessaire, possible et comment, etc. Ben, oui, on a déjà... Non, mais on a déjà travaillé. Il faut qu'on le sache parce que s'il y a déjà beaucoup de choses qui sont indispensables calées et tout, quelle marge de manœuvre il reste pour le reste?
Eh bien. Donc il y a un petit travail d'affinage à terminer. On est bien d'accord. Mais on a déjà élagué pas mal en bureau. Parce que, vous m'arrêtez si je me trompe, mais le total du désirable était de plus de 4 millions. Écoute pas. Et on a diminué, on a fortement diminué le montant. Donc, pardon. Par contre, si on débat en commission par commission, on aura également aussi les subventions qui seraient accordées aussi pour les travaux qu'on a à faire. Parce que là, c'est des montants de dépenses, mais sollicité. Ouais, les subventions sollicitées. Mais il y avait un tableau à la fin qui montrait les subventions possibles pour tous les investissements en cours. Il y a des choses qui ne sont pas subventionnables. Mais les gros travaux d'investissement, on doit avoir d'une façon ou d'une autre un certain nombre, soit au titre de la DETR, soit par l'État, soit par la région. Donc, ça ne sera pas des dépenses sèches, sauf qu'il faut inscrire au budget le montant de la dépense, sans tenir compte de la possible subvention. On ne peut pas inscrire que le delta entre la dépense et la recette liée à la subvention. Il faut inscrire la dépense totale. Après, s'il y a une subvention de 20%, ben, ça sera 20%. Si elle est de 30%, ça sera encore mieux, etc. Mais en principe, on sait ce qui est subventionnable, à quelle hauteur, et il faut faire les demandes dans les délais. Voilà. Par exemple, la vidéosurveillance, par rapport à la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui est subventionnable. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Bénédicte avait une question. Bénédicte. On pourra avoir le tableau justement des subventions avec le récapitulatif des 30%, celui qu'on n'a pas eu dans notre dossier. Merci. Non. Vous nous l'envoyez par mail et c'est très bien. Compte tenu du fait que ce sont des subventions escomptées, on ne va pas les mettre sur le site comme ça. Il vaut mieux les mettre quand on a des subventions attribuées, quand on sait ce qu'on a. Là, c'est du prévisionnel. Oui. Après, vous avez dans le reste de l'ordre du jour, vous avez les projets, les subventions sont listées. Et puis on peut, une fois que quand les opérations de travaux sont réalisées, on peut aussi vous faire des bilans financiers pour vous dire finalement quel a été le coût de l'opération et quelles ont été les subventions qui ont été obtenues aussi. Ça se fait en fin d'opération, oui. Bien. Avez-vous d'autres questions sur le rapport? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, il est derrière. Pourquoi Alors attendez, oui, il faut tourner la page, la dernière page, là, parce que c'était pas sur le rapport. Le budget annexe de l'auberge communale de G. Donc, fera l'objet d'aucune orientation particulière. Aucune demande n'a été formulée. D'accord. Ok. Donc, à ce stade, aucune demande n'a été formulée pour des investissements ou un entretien particulier. Ce budget sera équilibré en section de fonctionnement par un virement du budget principal de 8 000 €. Ce virement en recette permettra cette année l'équilibre de la section d'investissement du 0,23 fonctionnement au 0,21 en investissement.
le remboursement de l'emprunt en dépenses, les loyers en recettes, ainsi que les virements d'amortissement de subventions reçus constituent les mouvements connus et maîtrisés de ce budget. Donc, rien de particulier, tout va bien. Pas de questions sur le budget de l'auberge communale, je suppose. Bon, bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, je vais vous demander de prendre acte de ce débat. Il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie.